Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour découvrir ensemble l'actualité de ce jeudi 5 septembre. La rentrée à Monaco, c'est dans 4 jours. Le nouveau directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour présenter les grandes lignes de cette rentrée 2024-2025. Il sera notre invité en plateau. Nous vous inviterons également à découvrir en avant-première la grande nouveauté de cette rentrée, le collège Charles III transféré à l'îlot Pasteur. Le retour sur les bancs de l'école interviendra donc lundi, mais dans les sections sportives, déjà les rentrées s'échelonnent. Nous serons avec l'école de rugby dont les jeunes sportifs ont eu la chance de recevoir hier un champion olympique, Antoine Zegdar et sa médaille d'or. Nous serons également avec les jeunes volleyeurs de Monaco. Et pour débuter donc ce journal, les grandes lignes de la rentrée scolaire 2024-2025. Quelles en seront les nouveautés? Qu'est-ce qui attend les élèves de Monaco? Et surtout, comment le nouveau directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports entrevoit-il ce marqueur important de l'année alors qu'il s'agit de sa première rentrée à ce poste? Jean-Philippe Vinci est notre invité. Jean-Philippe Vinci, bonsoir. Bonsoir Patricia Navarro. C'est une rentrée très symbolique qui vous attend. Alors des rentrées, vous en avez connu en tant que professeur de philosophie, mais vous êtes aujourd'hui directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée 2024-2025 ? Alors oui, beaucoup de rentrées. D'abord évidemment pour mon service et mon adjoint, M. Garossio, mais plutôt, je dirais pour tout le monde, la rentrée au nouveau collège que tout le monde attend. Donc la nouveauté est là, surtout. C'est attendu et c'est magnifique. C'est toujours un défi. Il y a une traditionnelle course contre la montre pendant l'été. Tout est prêt ? Tout est prêt. Alors c'est vraiment été une course contre la montre puisque les équipes sont restées quasiment tout l'été. Il faut que j'en profite pour remercier l'équipe, l'établissement, une partie de ma direction qui n'a pas pris de vacances, je peux le dire, et pour que tout soit prêt, et ça sera prêt, ça sera fonctionnel. Vous l'avez dit, l'élément emblématique de cette rentrée, c'est ce collège, un nouveau collège pour les élèves. Alors cela vous a peut-être donné des sueurs froides, mais il faut le dire, ce sera un outil formidable pour le corps professoral et pour les élèves. Oui, c'est central, c'est polyvalent, c'est exceptionnel. On a une piscine à 8 lignes, on a un amphithéâtre de 300 places, un gymnase, évidemment des salles de cours magnifiques, avec un mobilier adapté pour faire de la pédagogie. Vraiment un outil ultra polyvalent et il va falloir le faire vivre maintenant qu'il est construit. Et il y a un potentiel incroyable. Vous avez un leitmotiv, Jean-Philippe Vinci, c'est le bonheur d'apprendre allié à l'exigence. Alors comment faire concilier ces deux données ? Alors c'est ce que je répète souvent, effectivement, l'école c'est le lieu de l'exigence et du bonheur d'apprendre. Ça me permet de repenser un peu ce que c'est que la compétition et la note. La note n'est pas... Il faut des notes, mais la note n'est pas simplement une compétition avec les autres, c'est surtout une évaluation par rapport à soi. Et plutôt que parler d'excellence, de notes, je préfère parler, moi, de bonheur d'apprendre, d'envie d'apprendre. Qui n'est pas du laxisme, mais qui doit se faire dans une certaine exigence. En fait, c'est respecter l'élève que de l'amener à progresser là où il est, comme il peut, chacun. Il y a une autre notion qui vous est chère, c'est le savoir être ensemble au sein de l'école. Alors, savoir-être, l'école, c'est pas simplement le lieu où on apprend, c'est le lieu où on apprend ensemble. C'est Philippe Mérieux qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc dans le primaire, c'est déjà en place, mais on va continuer à développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Alors qu'est-ce que c'est que les compétences psychosociales? C'est des capacités qu'on développe pour être mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Et donc apprendre à vivre en groupe, ça peut s'apprendre à l'école. Et en fait, ce n'est pas antinomique avec les apprentissages, ça permet aussi de mieux apprendre, de mieux être, de mieux se poser par rapport aux autres. Donc c'est des compétences qui ne sont pas quantifiables, mais qui en fait sont essentielles maintenant au bien-être de l'élève et de l'enseignement. Parce que les recherches scientifiques ont montré que lorsque l'élève se sent mieux, il apprend mieux.
On a parlé du bonheur d'être à l'école, du bonheur d'apprendre. Cela fait déjà maintenant plusieurs années que des campagnes régulières et de plus en plus importantes sont menées autour de la question du harcèlement scolaire. Cela reste une priorité, la lutte contre le harcèlement dans le milieu scolaire? Ah oui, c'est une des priorités fondamentales. Maintenant, la loi est mieux connue, les démarches sont mieux connues, les procédures aussi, les gens ont été formés. Donc on voit que ça donne des résultats. On a une hausse des signalements, ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus de harcèlement, mais ce qui veut dire peut-être aussi que c'est mieux connu. Et donc là, on en connaît les procédures, on fait ce qu'il faut, ça doit être immédiat, c'est pris en charge. Oui, évidemment, ça reste une procédure, mais le harcèlement est un problème très large. C'est-à-dire, bien sûr, il y a du harcèlement au milieu de l'école, au milieu scolaire, mais le harcèlement, c'est sur les réseaux aussi. Et donc, on a entamé aussi un travail avec les parents d'élèves, parce que c'est évidemment, à la maison, on a eu des cas de harcèlement qui nous ont été signalés pendant l'été. Les enfants n'étaient pas à l'école. Mais c'est entre eux, sur les réseaux, et c'est très violent. Et ça, c'est insupportable, et bien sûr, c'est une de nos priorités. Il y a un autre maître mot de l'action de la DENJS depuis quelques années maintenant, c'est favoriser bien évidemment l'inclusion aussi de tous les élèves au sein du système éducatif scolaire monégasque. Alors oui, ça c'était une des actions suivies de mes prédécesseurs et c'est bien en place. Il y a beaucoup de choses en place. À Monaco, on a la chance d'avoir des dispositifs, les moyens de le faire. Donc c'est vraiment adapté à chaque élève et il faut que les mentalités changent. Et c'est pas simplement qu'on adapte les moyens, c'est qu'on trouve des moyens pédagogiques qui servent à tous les élèves, et en particulier à ceux-là. Et ça, c'est très, très intéressant. Godard disait, c'est la marge qui tient la page. Je ne dis pas que la marge, hein, il faut être prudent, mais ces enfants qui ont des besoins particuliers nous forcent à repenser la pédagogie. Ça, c'est magnifique. Donc, ils nous apprennent beaucoup aussi, dans les deux sens. Toutes les lignes directrices que vous avez évoquées conduisent aussi à une conclusion importante. Vous l'avez mentionné sur la question du harcèlement. Il est important pour toutes ces thématiques, pour toutes ces questions, que les parents soient largement impliqués. Ah oui, c'est fondamental. Les parents doivent être impliqués, doivent être informés sur le harcèlement, sur les écrans. Il faut surtout qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, et qu'ils puissent réagir et surtout leur dire qu'on peut faire des choses. Souvent, il y a une crainte en disant « mais si j'en parle, ça va augmenter les affrontements, etc. On ne veut pas envenimer les choses ». C'est le contraire. Nous, on a des gens qui sont formés, on peut faire des choses, il faut faire des choses. Il ne faut surtout pas que ça s'enquiste, que les élèves ou les enfants restent seuls. C'est essentiel. Je sais que vous inscrivez votre action dans la continuité, c'est toujours important hein, de savoir d'où l'on vient et de capitaliser sur ce qui a été fait, mais toujours à l'occasion de la rentrée scolaire, c'est une question qui revient, qui est récurrente. Quelles seront les grandes nouveautés de cette rentrée ? Alors j'ai été nommé il n'y a pas très longtemps, donc les nouveautés importantes, c'est d'abord le collège, mais tout ça c'est ce qui vient avant. En revanche, il y a des thèmes qui vont m'accompagner, sur lesquels on réfléchit déjà. Des préoccupations, des thèmes, donc les écrans, le bien-être à l'école, bien sûr, l'évaluation, la note. Il y a aussi la place qu'on doit laisser aux professeurs, toute la question de l'autorité, la discipline. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont chers aux professeurs aussi, hein, mais qui m'accompagnent, sur lesquels on travaille. Et on a maintenant de l'expertise pédagogique, de l'expertise scientifique, pour avancer sur ces thèmes-là. Avec en toile de fond, et ce sera ma dernière question, cette grande chance qui est offerte aux élèves monégasques, c'est l'accès à la culture et aux acteurs avec des rencontres formidables tout au long de l'année, des événements, des manifestations, des collaborations pour permettre aux élèves de Monaco de rencontrer les grands acteurs de la culture. Ah, ça, c'est tout à fait exceptionnel. Donc ça fait plus de 15 ans que ça existe et à chaque fois, on est étonné par la diversité et la richesse. Pour vous donner une idée, cette année, donc les élèves ont la chance de rencontrer par exemple un prix Nobel de physique, Michel Kellos, grâce au consul, Madame le consul de Suède. Ils vont rencontrer Humedal Fils, Monsieur Dumini le copain, qui vient à Monaco. Là aussi, c'est tout à fait exceptionnel parler aux élèves. Madame Amadou Amal, qui est prix Goncourt des lycéens. C'est un voyage à Washington, par exemple. C'est 60 voyages scolaires, c'est 200 activités proposées aux élèves.
Et voilà de quoi encourager encore un peu plus le bonheur d'apprendre à Exactement. l'école. Exactement. Merci beaucoup Jean-Philippe Merci Vinci d'avoir accepté notre invitation à quelques jours maintenant de la rentrée scolaire. Merci à vous. Jean-Philippe Vinci l'a évoqué lors de cet entretien, tous les regards sont tournés vers le nouveau collège Charles III. Nous vous proposons de le découvrir en avant-première. La visite guidée est signée Sarah Inkari et Camille Caloni. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 24 000 m² de superficie, 64 salles de classe, un amphithéâtre de 270 places, une piscine de 25 mètres. Le gouvernement a vu les choses en grand pour le bien-être et la réussite des élèves de la principauté. Ici, tout a été pensé dans le moindre détail. Les tables sont sur mesure et les classes, toutes équipées d'un écran tactile connecté à l'ordinateur du professeur. Les enseignants, qui eux aussi vont gagner en confort, il n'y a qu'à voir cette spacieuse salle qui leur est dédiée avec des espaces de travail, de détente et de restauration. Là, le cheminement est absolument sécurisé, comme vous avez pu le voir. Pour ce qui est des accès au collège, il est préférable de s'y rendre à pied ou en bus en s'arrêtant à l'arrêt Honoré II ou à la place d'Armes. Mais si toutefois la voiture vous est indispensable, sachez que vous ne pouvez pas vous arrêter à proximité de l'infrastructure. Direction donc le parking Württemberg, avenue de Fontvieille. Il permet de déposer vos enfants via les déposes minutes et d'accéder au parvis de l'établissement en empruntant les ascenseurs. La première heure est gratuite. Pour les adeptes du vélo, plusieurs stations Monabike se trouvent aux alentours et bientôt un stationnement pour les autres vélos et les trottinettes sera disponible. Aujourd'hui, quelques curieux étaient déjà en repérage en attendant l'ouverture de la grille lundi prochain. Lundi, nous vous proposerons une édition du 19h très largement consacrée à la rentrée scolaire dans les différents établissements, du primaire au lycée en passant par le collège, avant les petits de la maternelle mardi prochain. Pour les jeunes de l'école de rugby de l'AS Monaco, la rentrée sur le terrain du stade Prince Héréditaire Jacques, c'était hier, avec une belle surprise, la présence d'Antoine Zegdar, l'enfant du pays récent champion olympique et qui a débuté le rugby à Monaco. Frédéric Elion et Olivier Bonello ont assisté à cette belle rencontre. On l'avait quitté sur le toit de l'Olympe. Fin juillet, médaille d'or autour du cou glanée avec l'équipe de France de rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Paris. 5 semaines plus tard, Antoine Zegdar était de retour à la maison, là où il a débuté le rugby, pour présenter sa médaille aux enfants de l'école de rugby de l'AS Monaco, au stade Prince Héréditaire Jacques. C'est un petit retour pour moi aux sources. J'étais très content de pouvoir présenter la médaille aux petits du club, puisque voilà, il y a quelques années, c'était moi qui étais à leur place. Donc voilà, c'était important pour moi de leur montrer que c'est possible et voilà, il faut savoir d'où on vient. Et je leur ai un peu expliqué que voilà, il y a 10 ans de cela, c'était moi qui étais à leur place et qui m'entraînais ici, donc voilà, ils étaient super heureux. Ça c'est un bout de téléphone ça. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes de l'école de rugby, donc on a la chance d'accueillir nos enfants de moins de 6 ans à moins de 14 ans au stade Prince Héréditaire Jacques. Et puis on a notre Antoine Zegdar national qui nous a fait une médaille d'or avec l'équipe de France et donc qui a répondu présent pour cette rentrée et donner un peu envie et faire rêver nos jeunes pour cette rentrée à l'école de rugby. Antoine Zegdar a multiplié les photos et les autographes, un beau moment de transmission et de partage sous le regard admiratif des enfants. C'est un modèle et tout, oui, parce qu'il sort du même club que nous, et il devient champion olympique et c'est un des meilleurs joueurs à 7 pour cette année. J'ai vu Antoine Zegdar avec sa médaille olympique, qui est un très bon joueur de rugby. Il a fait les JO avec Antoine Dupont. Mais elle est grosse! J'arrive même pas à la soulever, moi. Une rencontre qui va peut-être créer de nouvelles vocations. Le club propose d'ailleurs des séances d'essai gratuites pour les nouveaux licenciés, les mercredis après-midi et samedi matin, tout le mois de septembre. C'est la rentrée aussi pour les jeunes volleyeurs qui viennent de regagner leur terrain pour la reprise des entraînements. Cette année, ils sont plus de 430 joueurs au gymnase des Moneghetti et les inscriptions sont encore ouvertes. Entraînement et compétition, l'année s'annonce haute en couleurs. Reportage d'Émilie Flamin et Camille Caloni. Varvara est dans le club depuis 4 ans. Après une année pleine de réussite, en cette rentrée, elle est ravie de reprendre ses 5 entraînements par semaine, dans l'espoir d'un jour devenir professionnelle. Je vais écouter vraiment bien mes entraîneurs et je vais essayer de faire comme
Comme les grandes de Monaco, comme les N2, j'essaie de un peu les recopier parce que j'adore vraiment ce sport et je veux vraiment devenir meilleure. J'ai hâte de faire des matchs avec mes camarades. De l'autre côté du terrain, Théo. C'est sa première fois sur un terrain de volley. Habitué aux crampons et au stade de foot, il est venu faire un cours d'essai. L'ambiance est sympa alors qu'au foot, je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre. Genre, ils sont tout le temps énervés, alors que là c'est très calme, c'est un sport calme. Si la plupart des anciens licenciés ont renouvelé leur adhésion, de nombreux nouveaux se lancent aussi dans l'aventure. Et il y a beaucoup de nouveaux. On s'y attendait un peu parce qu'avec un double titre de champion olympique pour l'équipe de France garçons, on savait, tout comme la première fois, qu'il y allait y avoir beaucoup de nouveaux visages. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui arrive ces prochaines semaines. Et c'est l'occasion de leur dire de vite se présenter parce que les murs ne sont pas extensibles. On ne pourra pas accueillir tout le monde. C'est la première fois qu'on sait qu'on va devoir refuser des jeunes parce qu'un effectif trop important ne permet pas de faire des séances de bonne qualité. L'AS Monaco Volley propose également des cours de beach volley, avec notamment des tournois à partir du 21 septembre. Que ce soit sur du parquet ou dans le sable, les inscriptions sont toujours ouvertes. Avec le mois de septembre, beaucoup d'événements culturels sont en cours de préparation. Une exposition très attendue à la salle du quai Antoine Ier est d'ailleurs en pleine construction. D'atelier en atelier, nous emmènera dans les coulisses du travail créatif par le prisme du regard du photographe Michel Sima. La scénographie est de Cécile Degosse qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en plein préparatif dans la grande salle d'exposition du quai Antoine Ier. Que nous réservez-vous pour cette exposition intitulée « Des ateliers aux ateliers » et consacrée au photographe Michel Sima? Nous avons préparé une exposition de photographie avec la direction des affaires culturelles autour du travail de Michel Sima qui présente beaucoup d'artistes dans leurs ateliers et dont le commissariat est assuré par Donatien. Et donc nous avons revu l'espace en conséquence pour accueillir toutes ces photos. Sans trop en dire non plus, quelle a été votre base de travail? Quels seront les éléments que l'on pourra découvrir dans cette exposition? Exclusivement des photos et avec un clin d'œil pour la scénographie à l'atelier à l'atelier. Ce n'est pas votre première scénographie à Monaco, hein, Cécile Degosse? Non, j'ai commencé par une exposition au Grimaldi Forum autour de Picasso. C'était en 2013 de mémoire. Et ensuite, j'ai travaillé sur la restructuration du parcours des visites au Palais. Et donc j'ai travaillé pendant 8 années au Palais pour refaire entièrement le parcours des visites. Et avec le succès que l'on connaît. Vous avez travaillé également avec de grands noms du milieu de l'art. Vous fourmillez de projets. 2 sont en cours, je crois, en parallèle. Alors, l'un au Petit Palais et l'autre à la Royal Academy of Arts de Londres. Alors j'en ai 2 au Petit Palais, j'ai l'Île Jeuforge et Ribera qui vont ouvrir successivement en octobre et en novembre. Et à la Royal Academy, c'est Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci qui ouvrira également au mois de novembre. Donc on le comprend, vous voyagez d'univers en univers et vous apportez votre propre touche créative, hein, c'est ce qui est enthousiasmant dans votre métier. Voilà, chaque exposition est un projet différent et je ne suis absolument pas spécialisée dans l'art contemporain ou l'art ancien. Ce qui est important, c'est justement de de traverser les siècles parce que chaque expérience apporte pour l'autre et chaque projet est nouveau et donc c'est ce qui est passionnant dans ce métier. Pardon de vous poser cette question car les scénographes sont libres et portés par leur propre style et leur propre touche, mais plus généralement, le travail de scénographie évolue tout de même au gré des époques et des tendances. De quelle manière les codes ont-ils changé au cours des dernières décennies? Alors déjà, la scénographie, on va dire, il y a une vingtaine d'années, n'avait pas beaucoup, entre guillemets, d'importance. Elle prend de plus en plus d'importance pour les expositions et le milieu de l'art est en croissance. Et donc, c'est vrai que de bien exposer les œuvres ou de bien les montrer, que ce soit pour une exposition, une maison de vente ou une galerie, a son importance. Et les codes changent.
chacun a un peu sa propre esthétique, mais donc ça dépend aussi des musées dans lesquels on travaille, enfin les personnes avec qui on travaille. Il y en a qui n'aiment pas la couleur, d'autres qui aiment la couleur. Donc c'est tout un travail autour des volumes, de l'éclairage, des couleurs qui font un tout pour que le visiteur se sente au mieux pour voir une exposition. Et pour ce qui vous concerne, on pourrait dire qu'il y a une volonté d'adopter plutôt un style épuré, c'est cela ? Exactement. Je pense que même si c'est beaucoup de travail derrière, j'essaye toujours d'épurer au maximum pour mettre en valeur les œuvres, puisque le métier de scénographe, c'est vraiment un métier d'effacement pour mettre en valeur les artistes ou les œuvres qu'on expose. On le devine derrière vous, ce sera ma dernière question. Vous êtes en plein préparatif. Sur quoi portez-vous votre attention ? La lumière, les murs, l'espace, comment arrivez-vous à concevoir une scénographie et plus particulièrement celle-ci ? Alors, ce qui est important pour moi, c'est le travail des proportions, de bien scander l'espace et en fait de créer des volumes pour que ça soit, pour que le visiteur s'y sente bien. Évidemment, le travail de lumière est très important pour mettre en valeur les œuvres, mais donc une scénographie c'est un tout et il faut gérer toutes les petites problématiques également de circulation, de flux, de sécurité qui ne sont pas vues en général par le visiteur quand il vient, mais c'est vraiment je pense un travail d'architecture et de proportion. Eh bien, nous allons vous laisser finaliser ce travail de scénographie à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Merci Cécile de Gosse et nous donnons rendez-vous aux visiteurs à partir du 18 septembre. Merci. Autre exposition qui ouvrira ses portes très bientôt, celle consacrée à Léo Ferré. Il s'agit là aussi de photographie et elle débutera samedi dans un lieu plus qu'opportun puisque cette exposition se tiendra à l'espace Léo Ferré. Samedi, date à laquelle débutera, et pour 2 jours, la 13e édition du Salon du Livre. Cela se passera au Grimaldi Forum. De très nombreux auteurs seront présents. Cet événement, organisé par les rencontres littéraires Fabien Boisson, est sous le parrainage de Jean-Louis Debré et avec pour invité d'honneur Gilles Kepel. Passons à votre point météo avant de clore ce journal. L'épisode orageux et la période nuageuse que nous avons traversée ces dernières heures et ces derniers jours sont-ils réellement terminés, Sarine Kari? Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, la vigilance jaune concernant les orages sera levée dans les Alpes-Maritimes demain et les faibles précipitations du jour laisseront place à un temps mitigé, alternant entre nuages et éclaircies. Quant aux températures, elles fluctueront entre 18 degrés et 25. Ça se rafraîchit surtout le matin. Enfin, notez que nous fêterons ce vendredi 6 septembre la Saint-Bertrand. Ce journal touche à sa fin. Demain à 19 h, vous retrouverez Maclor Babouloutois. Un clin d'œil en photo à un champion olympique et à des jeunes à qui il va donner envie de poursuivre leurs rêves. Nous nous quittons avec cette série de clichés pris hier par Stéphane Dana lors de la rencontre avec Antoine Zegdar et les jeunes de l'école de rugby de Monaco. Très belle soirée à vous sur Monaco Info.